J'appelle désormais à la barre l'avocate de la défense, Maître Julie Rodrigue. Maître Rodrigue est avocate au barreau de Paris depuis plus de 20 ans. Ses domaines d'expertise sont les créations et le numérique. En grande oratrice, elle défend de corps et âme le texte du RGPD. Maître Rodrigue, la parole est à vous. Je vous remercie. J'ai posé mon dossier parce que on n'a pas beaucoup de place pour... Mais c'est pas grave. Donc j'ai entendu le témoin... J'ai entendu le témoin contre M. Cohen qui a dit « dire du mal, c'est un des plaisirs de l'existence ». Je ne sais pas si on est là pour notre plaisir et je ne sais pas si le sujet est là pour nous amuser. C'est un sujet qui est sérieux et si en France on excelle, excusez-moi je n'ai pas dit on excelle, mais on excelle à mettre de l'huile sur le feu en permanence, il faut tout de même à un moment donné se rendre compte de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Monsieur le procureur, vous en avez parlé, il y a une donnée, elle a de la valeur. On a parlé aussi de marchandises. Je ne crois pas que ça soit tout à fait la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je voudrais rappeler le contexte de l'adoption du RGPD. On a d'abord une crise de la fuite des données. On a plusieurs scandales qui ont défrayé la chronique. On a une première affaire qui s'appelle l'affaire Cambridge Analytica. Il s'agit d'une entreprise de nouvelles technologies qui est londonienne, qui a été fondée en 2013 et qui est spécialisée dans l'analyse de données à grande échelle et le conseil en communication. Cette entreprise vend des outils d'influence. Parmi ses clients, elle compte tout de même les ministères de la Défense anglais et américains. Et elle a également comme clients les candidats républicains à la Maison-Blanche qui font appel à ses services. Elle a notamment fait parler d'elle au moment de la campagne présidentielle de Donald Trump. Cambridge Analytica est accusée d'avoir utilisé des données de 30 à 70 millions d'utilisateurs de Facebook. Alors on ne sait pas si c'est 30, si c'est 40, si c'est 60, on est dans ces volumes-là. Comment ces données ont-elles été recueillies? C'est magnifique. Les personnes ont répondu à un quiz. On leur a soumis un quiz, comme un simple exercice, un simple exercice académique. Et non seulement ça a permis de capter toutes les données sur ces personnes, mais ça a permis de capter aussi les données de leurs amis qui étaient inscrits sur Facebook. Voilà donc dans quel contexte s'est trouvé Cambridge Analytica. Bien entendu, Cambridge Analytica assume collecter des informations personnelles sur des internautes grâce à des applications tierces. Donc elle n'a pas le souci d'informer ni de prévenir. Deuxième affaire dont on a entendu parler, c'est l'affaire Grindr. Grindr est une application de rencontres gays. Elle revendique avoir 3,6 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Donc ça n'est pas rien. Elle communique à 2 entreprises tierces des données qui sont délicates pour améliorer son service. Qu'est-ce qu'elle communique comme données? Eh bien, figurez-vous qu'elle interroge ses utilisateurs. Sont-ils ou pas porteurs du sida, du VIH? Ont-ils le statut VIH? Certains répondent. Et depuis quand ont-ils fait leur dernier test? Certains répondent. Cette information est communiquée à des entreprises tierces, c'est-à-dire que la personne qui a répondu va voir cette information circuler ailleurs sans jamais le savoir. Cette information, pire que tout, elle est identifiable. Pourquoi? Car l'application transmet en même temps le fait de savoir si la personne a le sida ou pas, son numéro de téléphone, son email et sa localisation géographique grâce au GPS. Voilà ce qui part chez des entreprises. Grindr a fini par annoncer qu'elle ne partagerait plus le statut VIH. Merci beaucoup. L'affaire Facebook-WhatsApp, magnifique. Donc WhatsApp compte 1,5 milliard d'utilisateurs actifs tous les mois, c'est pas mal. Et à un moment donné, elle est rachetée par Facebook en 2014. Donc désormais, les utilisateurs de WhatsApp sont des utilisateurs de Facebook. Sauf s'ils ont fait une opposition dans les 30 jours. Est-ce que quelqu'un a reçu une information comme quoi il devait s'opposer au fait d'être inscrit sur Facebook dans les 30 jours? Pas du tout. La CNIL fait évidemment une enquête
et relève qu'aucune information relative au traitement des données à caractère personnel mis en place par la société n'est présente sur le formulaire permettant de créer un compte sur l'application. Et les données qui sont transmises à Facebook sont transmises à Facebook, même dans le cas où la personne qui est inscrite sur WhatsApp n'a pas de compte Facebook. Facebook récupère toutes vos données et en réalité, pour ne plus être visible sur Facebook, eh bien, il faut quitter WhatsApp. Le saviez-vous? Sûrement pas. Donc on est bien sur un contexte quand même qui concerne tout le monde. Et le problème de ce contexte, c'est que ce ne sont pas les entreprises concernées qui vous ont donné les informations. Ce sont des scandales qui ont défrayé la chronique. C'est-à-dire que ce sont les journalistes qui ont véritablement informé du contexte et de quoi il était question. Ce sont des faits graves car ils portent atteinte à votre vie privée. C'est la violation des droits des uns et des autres. Et évidemment, par rapport à ça, on a besoin d'un droit spécifique pour avoir une réponse, au moins une réponse. Et le RGPD peut consister en une réponse. Ça ne sera peut-être pas la meilleure, ça ne sera peut-être pas la seule, mais au bout d'un an, on peut considérer que le RGPD est une très bonne chose. Finalement, on peut se poser la question, après avoir vu la crise de la fuite des données, à quoi servent les données personnelles? À quoi sont-elles utiles? Les données personnelles, j'ai distingué 3 catégories, on peut le faire autrement. J'ai dit que c'était un enjeu, c'est un marché et c'est un objet de convoitise. Dans les 3 distinctions, vous en avez une qui est positive et 2, une qui peut être négative et une 3e qui est très négative. Les données personnelles, c'est d'abord un enjeu pour le progrès. Il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'en aucun cas, le RGPD ne doit freiner le progrès économique, scientifique qui est en train de se mettre en place. Tout le monde a entendu parler du big data, la smart city, la beauté connectée, la santé connectée. La santé connectée, cette santé connectée, c'est grâce aux données qui constituent ici la matière première de cette révolution industrielle qu'on appelle la révolution industrielle 3.0. Alors, je suis allée sur le site de l'association Technion France, qui est donc reliée aux recherches de l'université israélienne Technion, qui font énormément de recherches, qui mettent énormément de fonds. Et j'ai comme ça pris un article sur un modèle d'évolution immunitaire avec l'âge, développé par apprentissage automatique. C'est une machine learning. Des chercheurs ont développé une métrique en suivant durant 9 ans un groupe de 135 volontaires sains et en prélevant chaque année des échantillons de sang profilés selon diverses technologies dites omiques. Les changements qui ont été capturés ont été associés au système immunitaire au fil du temps. Ils ont été analysés à l'aide de toute une gamme de nouvelles technologies d'apprentissage automatique qui ont été alignées sur le système immunitaire. À partir de là, l'équipe qui a fait ces travaux a pu identifier des modèles de changement de sous-ensemble de cellules. Ces données ont été validées sur une cohorte aujourd'hui de 2000 personnes. Il faut savoir que ces nouvelles données décrivent pour la première fois un moyen de quantifier de manière fiable l'âge immunitaire. Cette mesure fournit un prédicteur beaucoup plus fiable que toute autre méthode de la santé future d'un patient donné. Le système immunitaire, c'est un système complexe qui comporte des centaines de types de cellules et qui sont différents, donc ce sont des systèmes différents, et la fonction essentielle dans le corps qui régule la santé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'existait aucun moyen, aucune métrique permettant de quantifier le statut immunitaire d'un individu. Et ces nouvelles données sont révolutionnaires. Alors évidemment, on n'est qu'aux prémices, il y aura besoin de développement ultérieur, mais il y a une métrique qui s'appelle ImAge, grâce à laquelle il est possible de comprendre et d'estimer avec précision le statut immunitaire d'un individu, et donc de prévoir et de gérer ses risques de maladie et de décès. Vous imaginez bien que là, on est bien dans un cas où
l'exploitation des données personnelles va permettre à chacun de profiter d'un progrès qui est exceptionnel. Donc c'est un enjeu. C'était un exemple que je vous ai donné, il y en a bien d'autres sur la santé connectée. Là on arrive aux données personnelles en tant que marché. C'est un marché. C'est un marché pourquoi? Parce que la matière est gratuite et en plus on s'est rendu compte qu'elle était lucrative. C'est ainsi qu'on a vu fleurir des sociétés d'intermédiation. On achète des données et on les revend. Et on a également vu ce qu'on appelle la naissance des data brokers, qui prennent appui donc, dans l'espace 2.0, dans lesquels les données transitent, qui sont laissées par les utilisateurs, et les data brokers réussissent, par des nouveaux moyens, de plus en plus performants, à capter, transformer, stocker et transmettre toutes les traces relevant de l'identité numérique. Ce sont des faits. Troisièmement, c'est aussi un objet de convoitise. Alors, un objet, j'ai appelé ça objet de convoitise, mais là je vais parler plutôt des cyberattaques et de la cybercriminalité. Effectivement, même si le sujet des cyberattaques ne sont pas les données personnelles, ça passe bien évidemment par les données personnelles. Alors, je vais donner deux illustrations. On a, il y a peu de temps, la révélation d'une faille de l'application WhatsApp qui a permis l'installation d'un logiciel d'espionnage. La faille de l'application donc permettait à quiconque d'espionner l'ensemble de l'activité de quelqu'un qui a un téléphone portable par un simple appel. Et le mieux, c'est qu'il n'y a même pas besoin de répondre à l'appel, on est déjà espionné. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de téléphones ont été espionnés. Autre exemple, l'affaire Petya. Petya est un rançongiciel qui vise les systèmes Windows. Il rend indisponibles les données d'un ordinateur qui ne peuvent être déverrouillées qu'en versant une rançon. Petya serait apparu au printemps 2016 et il aurait été modifié, amélioré en 2017. Qu'est-ce qui se passe? Une fois installé sur un ordinateur, Petya va chercher à y obtenir les pleins pouvoirs. Il va repérer les autres appareils branchés sur le même réseau. Le rançongiciel va ensuite fouiller dans l'ordinateur qu'il a infecté pour récupérer les identifiants et les mots de passe, qu'il va pouvoir ensuite réutiliser dans un réseau pour prendre le contrôle de davantage d'appareils et démultiplier sa propagation. Ensuite, grâce aux fonctionnalités classiques de Windows, qui sont utilisées pour gérer les réseaux, il va se transférer vers d'autres machines. Le 7 novembre 2017, le journal Le Monde publie un article qui est intitulé « Petya a-t-il été le virus le plus coûteux de l'histoire ?» Le journal révèle que ce rançongiciel, qui a été lancé le 27 juin 2017 en Ukraine, a bloqué l'accès aux ordinateurs qui l'infectaient. En quelques heures, il s'est répandu dans des dizaines d'entreprises dans le monde entier. Ce sont des ports de conteneurs qui ont été mis à l'arrêt, des chaînes de production de médicaments qui se sont immobilisées et l'entreprise Saint-Gobain a été contrainte pendant plusieurs jours de travailler au papier et au stylo. 4 mois plus tard, les sociétés infectées ont pour la plupart établi un premier bilan financier et ce bilan est assez lourd puisque les pertes sont estimées à plus de 1 milliard d'euros. Voilà donc une mauvaise exploitation des données personnelles. Dans ce contexte, on peut se poser maintenant la question, mais nous n'avons qu'une petite année finalement pour se poser la question de l'efficacité du RGPD. Déjà, l'efficacité du RGPD, et vous l'avez dit, c'est la sensibilisation générale de chacun à ce qu'est une identité numérique, à ce qu'est une donnée personnelle. Je fais partie de la génération des gens qui, quand ils s'installaient dans l'avion, allumaient leur cigarette. Et puis, il y a eu un moment donné où la lutte contre le tabac, l'interdiction de fumer dans les espaces publics, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait une odeur de tabac, qu'effectivement ça pouvait déranger les autres. Mais je peux vous dire qu'avant qu'il y ait toute cette législation, fumer une cigarette dans l'avion ne m'a jamais dérangé. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour les données personnelles. Le texte du RGPD, d'abord, a été très médiatisé. Il y a eu une approche réellement pédagogique qui est venue anticiper son entrée en vigueur. La CNIL a commandé un sondage en novembre 2018 et elle a pu, comme ça, démontrer que 65% des Français avaient entendu parler du RGPD.
Et sur ces 65% de Français, 73% des personnes informées ont considéré que le texte est efficace pour mieux protéger les données personnelles. Donc vous avez déjà une sensibilisation générale qui a fonctionné. Premier rapport. D'après Patrick Bloom, qui est président de l'AFCDP, c'est-à-dire l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, la loi informatique et liberté, qui existe depuis 1978, a beaucoup moins fait parler d'elle. Mais, selon lui, c'est le niveau des sanctions qui a fait la différence. 4% du chiffre d'affaires, c'est ce qui a motivé chacun à se préoccuper des données personnelles. La CNIL a constaté que de nombreuses entreprises s'étaient dotées d'un délégué à la protection des données pour gérer la gouvernance de leurs données. Et finalement, on peut dire que du point de vue de la sensibilisation, ça a bien fonctionné. Pourquoi ? Pourquoi le RGPD est un texte qui, bien qu'il ne vienne pas combler un vide juridique, pourquoi il est important ? D'abord, c'est la fin d'un système déclaratif. On ne va pas remplir son formulaire, l'envoyer à la CNIL et puis en avoir terminé avec ses obligations. C'est la suppression du système déclaratif. Deuxièmement, c'est la mise en œuvre d'une analyse d'impact, quand le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées. C'est l'article 35 du RGPD. Troisièmement, par qui ? Il y a un responsable de traitement, c'est l'article 24 du RGPD. Et cette obligation perdure et elle doit être répétée. Il existe donc désormais, à la requête de toute personne physique ou morale susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, un responsable du traitement, c'est-à-dire une personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Et les sous-traitants ne sont pas en reste, ils peuvent prendre une part de responsabilité. Quatrièmement, les obligations de loyauté d'information sont renforcées. C'est vrai qu'elles existaient déjà, mais elles sont augmentées grâce au RGPD, notamment en faveur des salariés d'une entreprise. Cinquièmement, celui qui ne protège pas les données personnelles qu'il collecte peut se voir lourdement sanctionné, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que celui qui n'est pas réellement responsable finalement d'une faille de sécurité et qui collecte des données personnelles, qui est attaqué, eh bien il va être responsable du mal qu'on peut lui faire. C'est quand même un changement de mentalité qui est considérable. Je reviens à l'affaire Cambridge Analytica. Certains ont soutenu qu'il n'était pas possible d'affirmer que la firme britannique savait que les données avaient été obtenues sans le consentement des utilisateurs concernés. Non, on n'est plus des aveugles. D'ailleurs, la société Cambridge Analytica a contesté la véracité des enquêtes qui ont été publiées, mais a quand même suspendu son dirigeant au lendemain de la diffusion de ses propos sur Channel 4. Par rapport au RGPD, donc, normalement, les données doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente. Donc il faut informer les utilisateurs. Puis les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Or, je vous ai expliqué que les données qui avaient été collectées par Cambridge Analytica avaient été collectées par un quiz. Donc personne ne pouvait savoir pour quelle finalité elles avaient été en réalité collectées. Enfin, les données doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Donc ces points, il fallait les réaffirmer, il fallait les poser et ils existent aujourd'hui. Dans l'affaire WhatsApp, les utilisateurs n'ont jamais eu la possibilité d'accorder un consentement spécifique au traitement dont ils ont fait l'objet au moment du rachat par Facebook. Pas de droit d'opposition, transfert illégal des données, oui, la CNIL s'est intéressée à WhatsApp et a prononcé une sanction. Maintenant, on peut se poser la question de savoir à l'intérieur à quoi ça correspond pour une entreprise de protéger ses données personnelles. Alors j'ai posé la question au président d'une société qui s'appelle Resolution Case, qui est une société américaine et qui est un référent mondial en termes de modernisation des bases de données. Alors, il donne son approche chez ses clients. Donc, c'est lui que je cite. Donc, je l'ai interrogé en lui demandant qu'est-ce que c'est pour vous la protection des données? Il a répondu ceci.
On s'occupe de l'anonymisation des données résidant dans les bases de données de test et de développement, pas celles des bases de données de production. Au niveau de la production, tout ce qu'on peut faire, c'est assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux data. Dans les bases de test, il est important, dû à la liberté sur les données que l'on doit donner aux développeurs, de les anonymiser plutôt que d'en empêcher l'accès. Le principe réglementaire, en tout cas à mon sens, est qu'il ne doit pas être possible d'associer à une personne identifiable une donnée personnelle jugée sensible. Une personne peut être identifiée par son nom, son adresse, son mail, son téléphone. Une donnée sensible est une carte de crédit, un statut médical, voire une date de naissance. Il nous suffit a priori soit d'anonymiser ce qui permet d'identifier la personne, soit la donnée sensible, voire les deux. Du point de vue du processus d'anonymisation, il est essentiel d'anonymiser toutes les répétitions de la même donnée, de la même manière pour conserver la cohérence. Il est aussi essentiel, après anonymisation, les vérifications faites sur les données par l'application restent valides. Donc, on trouve des solutions. Certes, elles ne sont pas faciles, elles ne sont pas à portée de main, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'on réfléchit un peu plus, qu'on est obligé d'aller un peu plus loin dans la réflexion? C'est ennuyeux, c'est embêtant? C'est vrai que le plaisir de dire du mal est plus facile. Conclusion. Pourquoi doit-on conserver le RGPD? C'est donc, on vous l'a dit, un texte nécessaire parce qu'il répond à un besoin. On n'a pas d'autres textes aujourd'hui pour justement assurer les enjeux actuels. Les enjeux actuels étant le progrès d'un côté, c'est le premier enjeu, puis le marché, on ne va pas empêcher le marché d'exister. Après, la cybercriminalité, évidemment, c'est autre chose. Donc la notion de données personnelles dans le RGPD, elle est prise en toute son ampleur. On a un régime qui est distinctif, les données sensibles, les données qui ne sont pas sensibles. On a une responsabilité qui est implémentée chez tous les intervenants. C'est intéressant comme texte. Il répond aussi à la nécessité d'uniformiser le droit, parce qu'on a un droit qui est uniformisé en Europe, donc, et qui est applicable à n'importe quelle donnée qui transite par l'Europe. Donc, évidemment, le RGPD n'est pas venu combler un vide juridique, mais il a adapté un dispositif qui était applicable pour s'assurer d'une meilleure efficacité de la loi. Posons-nous la question, est-ce que c'est un texte équilibré? Il impose des obligations. Il impose des obligations qui sont en principe à la mesure de chacun. Mais surtout, il impose des sanctions. Et les sanctions sont très intéressantes parce qu'elles sont très élevées. Par conséquent, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va abandonner le système « je fraude, je paye ». C'est que la sanction, elle est réellement dissuasive. Maintenant, regardons ce qui s'est passé du côté des juges. On a deux décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État le 17 avril 2019. Ces deux décisions, ces deux arrêts qui ont été rendus, je précise qu'ils n'ont pas été rendus sous le régime du RGPD, mais sous le régime de la loi informatique et liberté, avec évidemment le nouveau regard qu'on pouvait porter grâce au RGPD. Dans une première affaire, le Conseil d'État a dû se pencher sur la sanction qui avait été prononcée par la CNIL en 2018 à l'encontre d'une association ADEF. Dans les faits, la CNIL avait infligé une amende administrative à l'encontre d'une association qui avait été contrôlée et dont on avait pu constater qu'elle avait une importante faille de sécurité puisque certains documents sensibles étaient accessibles à tous, notamment les bulletins de paie. Entre le contrôle et la réunion de la CNIL, la faille avait été réparée. Et l'autorité administrative avait néanmoins prononcé une sanction contre l'association. L'association a fait un recours en disant il n'y a aucune raison pour que j'ai une sanction parce que moi, dès qu'on m'a prévenu de la faille, j'ai réparé. Et en plus, il n'y a pas eu la mise en demeure de la CNIL qui est prévue dans les textes. Le Conseil d'État a rejeté tous les arguments et demandes de l'association. Il a confirmé la sanction, vu la gravité de la faille de sécurité. Il a considéré que la faille était tellement importante que la sanction devait être confirmée. Dans une deuxième affaire, c'est une affaire qui a été rendue le même jour par le Conseil d'État, 17 avril 2019. On est cette fois-ci avec une société que vous connaissez qui s'appelle Optical Center. La CNIL prononce une sanction à l'égard de Optical Center de 250 000 €.
Pourquoi? Parce qu'il y a là aussi une faille de sécurité. Les factures qui sont envoyées aux clients sont disponibles apparemment pour tout le monde. Le Conseil d'État décide de réduire la sanction. Pas énormément, mais tout de même passe de 250 000 à 200 000 euros. En tenant compte, notamment dans cette décision, de la célérité avec laquelle l'entreprise avait corrigé sa faille. C'est-à-dire qu'à compter du moment où la CNIL a fait les constatations, Optical Center a mis 2 jours pour réparer. Cela a permis au Conseil d'État de réduire la sanction de 50 000 euros. Donc certes, les juges savent qu'il est compliqué de se conformer immédiatement et impeccablement à la législation, donc ils vont saluer les efforts, c'est ce qui apparaît dans un de ces 2 arrêts, et si les faits sont trop graves, ils vont maintenir des sanctions très très lourdes. Et il faut savoir que le plafond des sanctions est très élevé pour justement avoir un impact dissuasif. Donc c'est la raison pour laquelle. C'est donc un texte efficace, c'est un texte nécessaire. En 2018, la CNIL a pu constater une augmentation de 30% de plus de plaintes par rapport à 2017. Et le nombre de visites sur le site de la CNIL a été multiplié par 2, il est donc de 8 millions en 2018. C'est un texte qui permet d'assurer la protection des droits de tous en renforçant le droit des utilisateurs et de permettre l'évolution et le progrès technique sans risque de le freiner. C'est donc un texte, bien entendu, qu'il faut conserver.